Bonjour à tous, c'est Ticket, le boss. On a un super programme aujourd'hui, hein. On va revivre ensemble la création de la compagnie et puis revoir un peu ce qu'est le catch à l'international. Et ça, c'est important de s'ouvrir aux autres parce que l'AEW, c'est ça aussi. C'est le catch pour vous et avec tout le monde. Et j'essaye de faire en sorte que ça soit toujours une explosion d'intensité et de gros événements. Alors j'espère que vous allez vivre un bon moment avec nous. Et moi, je redonne la parole à Forgy qui va vous raconter la suite. Bonjour bastonneurs et bastonneuses, c'est Forgy Catch. Forgy, c'est moi-même, et le catch, c'est ce dont on va parler. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo de mise en contexte, où je vais vous expliquer le catch dans sa situation internationale, vous expliquer aussi mon choix, pourquoi j'ai décidé de traiter de l'AEW, et puis, je vais vous faire un bref historique de la compagnie, de son commencement jusqu'à maintenant, rapidement, juste pour que vous puissiez la resituer. Bien, alors on va pouvoir commencer notre tour du monde. Je ne vais pas faire toutes les nations du catch, il y a du catch partout dans le monde, je vais vous parler des principales nations du catch. Alors, la première, c'est le Mexique, les luchadors mexicains. Vous avez sûrement déjà entendu parler de ces mystérieux lutteurs avec des masques qui auraient des pouvoirs étranges. Il y a plusieurs compagnies là-bas, celle qui est la plus en vogue actuellement, c'est la AAA. Son champion, c'est Hijo del Vikingo. C'est donc un catcheur mexicain, viking, voilà, avec toute la panoplie, avec un V dans le dos qui ressemble beaucoup au V de la série Viking. On a ce luchador qui est extraordinaire, c'est un plaisir total à le regarder. On peut le découvrir aux États-Unis dans des matchs d'exhibition qui sont très intenses, où il remet d'ailleurs souvent son titre en jeu. C'est plutôt sympa, non? Bon, pas trop de surprises, en général, il le garde, hein. C'est le catcheur phare de la AAA sur les 2 dernières années, je dirais. Qu'est-ce qui caractérise le catch mexicain? C'est un catch très voltige, très acrobatique, très athlétique. On utilise beaucoup les cordes, il y a énormément de sauts, de prises rapides. Ça se joue beaucoup dans les échanges et dans une sorte de chorégraphie. L'autre grande nation du catch, c'est le Japon. Alors ça peut peut-être vous surprendre, mais il faut savoir que le Japon fonctionne surtout à circuit fermé. Et donc du coup, pour les non-japonais, il est des fois très difficile de pouvoir accéder aux shows de la NJPW ou des autres fédérations qui en font partie. Maintenant, bien sûr, avec les services de streaming comme la NJPW World, c'est possible, dans n'importe quel pays du monde, de pouvoir accéder au contenu. En général, ils font leurs shows pour leur public et pensent rarement au public international. Alors ça commence à changer, et surtout avec un partenariat avec l'AEW, dont je vous parlerai bientôt. Alors, la grande star de la NJPW s'appelle Okada. C'est le face ultime. Alors qu'est-ce que ça veut dire face? Ça veut dire le représentant de la compagnie, mais aussi le gentil, le héros, celui aimé par le public, qui va aider les catcheurs qui vont se faire trahir, ou qui vont se faire traiter injustement. C'est vraiment le personnage soutenu par le public, l'espèce de super-héros, car il faut bien voir le catch comme un monde de super-héros. D'ailleurs, il y a beaucoup de catcheurs qui en parlent ainsi, hein. Donc Okada, c'est le grand victorieux des titres de champion depuis plusieurs années à la NJPW. C'est pas le seul. Je peux vous parler notamment de Will Ospreay, qui est juste un plaisir à regarder, un grand voltigeur, mais aussi un super bagarreur. Il est puissant, il est intense, c'est peut-être un des meilleurs catcheurs du monde. Will Ospreay, c'est un heel. Ça veut dire c'est un méchant, c'est pas vraiment un méchant, mais c'est un traître. C'est quelqu'un qui va utiliser de toutes les tactiques, qui va tricher. Souvent d'ailleurs, il va être en opposé avec le public. Il va soit les insulter, soit aller dans un autre sens que celui que le public voudrait favoriser. Et puis il va souvent être l'opposant du face, l'opposant du catcheur en vue du moment et supporté et soutenu par le public. Qu'est-ce qui caractérise le style japonais? Le style japonais, c'est le strong style, un style brutal, de contact. Le concept, c'est qu'il est proche du combat réel, en tout cas c'est ce qu'ils essayent de donner.
Un grand coup de genou dans ta face, un grand coup de coude dans ta face, un grand coup de quelque chose dans ta face, ça résume bien le concept. Avant de vous parler de l'évidence même, à savoir les États-Unis, je vais aussi vous parler de quelques autres nations. Alors, en Afrique, il y a aussi du catch. On peut en voir au Congo, au Sénégal, un espèce de catch marabout où on peut lancer des sorts, où on a des pouvoirs surnaturels, où on peut littéralement se bagarrer avec une chaise ou l'homme invisible. C'est particulier, je vous l'accorde, mais bon, ça existe, alors c'était important que je puisse vous le signaler. Et puis, l'Europe n'est pas non plus en reste. Il existe beaucoup de fédérations professionnelles ou semi-professionnelles de catch en Europe. Je ne vais pas vous faire le détail complet, mais grosso modo, vous pouvez voir par exemple en Allemagne la WXW, grande fédération de catch, avec plusieurs Français qui ont été champions là-bas, comme Tristan Archer, ou Aigle Blanc, ou Senza Volto, voilà. Et puis on peut aussi trouver du catch en Royaume-Uni, en Angleterre avec la Rev Pro, où on peut retrouver de temps en temps Will Ospreay qui vient faire quelques piges là-bas, qui a même été champion de la Rev Pro, et PAC. Et enfin, pour faire une petite parenthèse locale et régionale, on peut également trouver des plus petites compagnies, mais qui sont néanmoins de grands spectacles, et par exemple la FRPW que l'on voit ici, et qui catch à Bordeaux, avec son prochain événement le 10 juin, dans la périphérie de Bordeaux. En général, c'est dans des salles à Pessac. Là, j'ai pas les informations sur moi. Mais la FRPW, un très bon moment de catch, et si vous êtes dans le coin, bah, je vous invite à venir les soutenir et à découvrir aussi le catch en live, parce que on ne vit jamais mieux le catch qu'en live. De toute façon, ce qui fait vraiment la force du catch, c'est les audiences, c'est le public, c'est les chants. On peut changer toute la dimension d'un match juste avec l'énergie du public et l'énergie que ça transmet aux catcheurs. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des compagnies de catch locales à y aller, et peut-être même à m'en parler en commentaire, parce que j'ai bien envie de découvrir tout le catch qui peut exister partout en France, ou même dans les pays voisins, parce qu'après tout, il n'y a pas que la France qui compte, même si c'est quand même bien de pouvoir promouvoir les fédérations locales. Donc j'en profite, FRPW à Pessac, Bordeaux. Voilà. Et voilà, on arrive donc sur le gros morceau, le catch, le wrestling, le pro wrestling aux États-Unis. Alors bien sûr, la plus grande fédération internationale, c'est la WWE, la World Wrestling Entertainment. Ça fait dans les 40 ans qu'elle est télévisée, qu'elle est mondialement reconnue. En France, ça a été Canal+, en tout cas quand moi j'étais jeune, c'était Canal+, la WWF, qui a laissé sa place à la WCW. Puis de nouveau la WWF qui est devenue la WWE quand ils ont perdu le droit d'utilisation du célèbre F de la fédération qui est devenu l'Entertainment. Et puis au fur et à mesure des années ça a changé de chaîne, c'est venu sur NT1, puis maintenant depuis plusieurs années sur AB1. Voilà, on peut suivre la WWE, que ça soit le Raw, le show du lundi, ou le SmackDown, le show du vendredi. Voire même les shows de NXT, on peut les suivre avec des commentaires français, par-dessus la troisième corde, comme dirait Ajus Echero. En tout cas, de bons moments de catch depuis très très longtemps maintenant. Je n'ai pas choisi de faire la WWE, pas parce que j'aime pas la WWE, j'aime bien, il y a de très bons moments, il y a de très bons catcheurs. J'avais envie de faire la fédération de catch qui est un peu l'outsider, la seconde option, qui permet aussi d'avoir des choses différentes et de ne pas rester cantonné à ce qu'on voit à la WWE. Donc effectivement, vous avez dû entendre parler de la WWE, que ce soit en regardant le catch, ou tout simplement parce que vous en connaissez les stars comme Dwayne Johnson, The Rock, ou comme John Cena, ou comme Batista dans les Gardiens de la Galaxie, ou Hulk Hogan quand vous étiez plus jeune. Mais là, on va aborder d'autres lutteurs qui sont surtout connus dans leur univers du catch et dans différentes fédérations, parfois même de la WWE il y a quelques années encore.
Quels sont donc les autres facteurs qui m'ont fait choisir l'AEW, la All Elite Wrestling? Eh bien, tout simplement parce que actuellement, à l'All Elite Wrestling, on retrouve les catcheurs que je préfère, comme Kenny Omega, ou Daniel Bryan, ou Jon Moxley, ou Chris Jericho, pour en citer que quelques-uns. Et puis, comme c'est un peu cette seconde option, elle peut se permettre un peu plus de choses. Elle est beaucoup plus ouverte sur les autres compagnies. C'est-à-dire que la WWE officie surtout dans son microcosme. Les fédérations à côté n'existent pas vraiment pour la WWE. Pour la WWE, c'est pas le cas. Il y a beaucoup de partenariats. On va pouvoir retrouver des catcheurs qui viennent du Mexique, du Japon, ou des fédérations indépendantes, voire du reste du monde, et qu'on va retrouver faire soit une ou deux piges, une ou deux soirées, comme ça, un peu comme un événement, ou qui vont rejoindre pour de bon l'AEW. J'aime cette possibilité de diversité, j'aime avoir plein de catcheurs dans plein de styles différents, avoir vraiment la possibilité d'avoir à la fois de la bagarre, à la fois de la voltige, une grande place pour les tag teams, les duos, les trios, voire les factions. Dans ce concept un peu entre l'indie, le Japon, la vraie nature du pro wrestling. Et ça m'interpelle. Et puis il y a de vrais bons moments de catch émotionnels qui me prennent aux tripes et qui restent dans ma mémoire, que j'ai même envie de revoir plus tard, ce qui est déjà un très bon signe. Quand on voit un match et que 6 mois plus tard on se dit « j'aimerais bien revoir ce match-là parce qu'il était très impactant, qu'il avait réussi à me faire vivre une histoire, des émotions, que j'ai vécu quelque chose d'intense que je n'ai pas vécu les restes du temps », eh bien c'est plutôt un très bon signe. Et c'est ce que me provoque l'AEW, pas tout le temps, hein, mais à certains moments clés, et qui fait qu'à l'heure actuelle je suis encore accroché spécialement à l'AEW et à ses différents shows. C'est pour toutes ces raisons, et beaucoup d'autres encore, que j'ai choisi l'AEW, de vous les présenter à travers les vlogs que je ferai dans les prochaines semaines, et qui vous permettra de découvrir toutes ces histoires, et tous ces lutteurs, tous ces catcheurs professionnels, qui me donnent tant d'émotions, qui me font tant rêver. Bien sûr, j'attends vos commentaires, vos réactions, et si vous suivez vous aussi le catch de multiples fédérations, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, voire à débattre avec moi dans les commentaires. Mon objectif ici n'est pas de vous faire vivre les différents récits qui ont lieu actuellement, les scénarios qu'on peut vivre à la AEW, ça sera pour la prochaine vidéo. Là, ce que je vais faire, c'est vous raconter un petit peu l'histoire, comment tout a débuté, et puis quelques éléments qui m'ont profondément marqué, et qui restent pour moi des choses qui font partie de cette construction et de la mémoire que j'ai de l'AEW et des quelques années, des 4 années maintenant qui viennent de passer et de ce qu'est la compagnie aujourd'hui. C'est marrant comment parfois l'histoire peut être faite de petites choses, de petits riens. Il se trouve que l'histoire, le début de cette compagnie est lié à un pari. Il y a un journaliste, Dave Meltzer, qui est en quelque sorte le guide Michelin du catch. Il distribue ses étoiles sur les matchs qu'il trouve mieux que les autres, qu'il trouve plus profonds, plus intéressants, plus captivants. Bref, c'est celui qui va décerner un peu les Oscars à travers son magazine en ligne, le Pro Wrestling Illustrator, le PWI. Donc Dave Meltzer était en discussion avec plusieurs catcheurs, notamment les Young Bucks et Cody Rhodes. Et dans cette discussion, il leur dit c'est vraiment dommage qu'il n'y ait plus aucune compagnie aux États-Unis qui soit capable de faire un événement qui rassemble 10 000 spectateurs dans une même salle. À part la WWE, depuis les 20-30 dernières années, personne n'a réussi à faire ça. Du coup, les Young Bucks lui ont dit chiche. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Les Young Bucks, c'est une célèbre tag team du circuit indépendant, et notamment de la Ring of Honor aux États-Unis et de la New Japan Pro Wrestling au Japon. Ils ont décidé de relever le défi avec leurs camarades. Kenny Omega au Japon, Cody Rhodes aux États-Unis, et à la surprise générale de Chris Jericho. Ils ont réuni un sacré paquet de monde dans le circuit indépendant, au Japon, dans leurs connaissances, et ont créé un événement sous la bannière de la Ring of Honor. L'événement s'appelle All In. Le concept était simple, essayer de faire un grand spectacle qui réussirait à réunir au moins 10 000 spectateurs
Le but de cet événement était de montrer qu'il pouvait y avoir d'autres options, d'autres façons de voir le catch professionnel, et que d'autres fédérations pouvaient proposer des événements différents, avec une méthode différente, et peut-être même un public différent, ou alors un public qui avait envie de voir autre chose. Ils ont alors utilisé les réseaux sociaux, ce qui est la grande force des Young Bucks et de Kenny Omega, à travers leur chaîne Being the Elite, et ont monté des rivalités de toutes pièces entre plusieurs catcheurs, plusieurs fédérations, et ainsi monter la pression pour ce premier all-in qu'ils allaient faire sous cette bannière de la Ring of Honor. D'un point de vue objectif, on peut dire que c'est une grande réussite. Le matin même de la mise en ligne des tickets, ils se sont arrachés. En une journée, les 10 000 places étaient vendues. C'était la première fois qu'un show américain hors WWE réussissait un tel exploit. Et All In, c'est un spectacle à voir. Vraiment, objectivement, il y a des matchs sensationnels, plein de petites histoires, de rivalités, interfédérations, interconnexions, qu'on regarde un peu au Japon, qu'on regarde un peu les compagnies indie aux États-Unis, qu'on ait suivi la Ring of Honor, il y a plein de choses qu'on y retrouve, et l'histoire du catch y est bien représentée. On y retrouve alors des lutteurs professionnels de la scène indépendante, mais on peut aussi retrouver des grands noms déjà bien établis comme Rey Mysterio Jr., très connu pour les fans de la WWE, ou Chris Jericho, très connu pour les mêmes raisons, ou pour les plus anciens de la WCW. Cet événement sera multifédération, comme je l'ai déjà dit. On y retrouvera des catcheurs à la fois du circuit indépendant, mais aussi de la scène japonaise, voire de la scène mexicaine. Bref, toutes les grandes nations du catch sont représentées dans ce show, ce one-shot, dont le principe est d'essayer de monter autre chose. Peut-être qu'alors l'idée était juste de répondre à ce pari, mais finalement ce fut une réussite, puisque suite au succès de cet événement, les différentes discussions ont éveillé l'intérêt de quelqu'un, Tony Khan, un riche entrepreneur qui possède déjà une équipe de football américain, une équipe de football, et qui s'est dit « Moi j'adore le catch, ça fait vraiment partie de ce que j'ai, de mon enfance. J'ai d'ailleurs été voir du catch quand j'étais plus jeune, et j'aimerais beaucoup créer une nouvelle fédération de catch, quelque chose qui puisse compter et qui puisse être une deuxième opportunité pour les lutteurs professionnels de trouver une maison et de pouvoir s'exprimer. » S'ensuit alors la même recette que pour le all-in et un travail sur les réseaux sociaux dont le but est de monter la pression avec le Road to Double or Nothing 2019 qui va établir les faits, les envies et puis montrer des visages connus ou pas du grand public afin de monter un nouvel événement, Double or Nothing, qui fait suite à All-In, toujours des termes très liés au casino et au jeu, normal puisque cela se déroule à Las Vegas, et le concept ça va être de marquer les esprits avec la naissance de l'AEW, de l'All Elite Wrestling, lors de ce premier show, Double or Nothing, sous l'égide de cette nouvelle fédération, en essayant d'y mettre le plus possible d'intensité, de diversité, et tout le savoir-faire de la communication des Young Bucks, de Kenny Omega et de Cody Rhodes. Une nouvelle fois, ce fut un grand succès, avec la volonté de casser les codes établis, de rompre un petit peu avec la tradition de la WWE, et puis de faire en sorte d'installer de nouveaux événements, de nouveaux scénarios, de nouvelles histoires et de nouveaux lutteurs. On mélange le déjà très connu, le déjà très installé, avec la nouvelle génération venue du circuit indépendant ou de l'international. C'est intense, c'est très diversifié, on va avoir des nouvelles histoires avec des choses qu'on a peu l'habitude de voir, et puis surtout des nouvelles rivalités. Et puis on va bâtir cette nouvelle compagnie sur le passé, l'histoire du catch, et également le présent et la nouvelle génération. C'est ce qui fait que ce cocktail est explosif, très intéressant, très intense, et que cet événement a marqué les esprits. Cette formule va très bien fonctionner, puisque All Out est un grand succès, qui va permettre à Tony Khan de négocier des droits au niveau d'une chaîne de télévision, la TNT à l'époque, pour son premier show hebdomadaire, l'AEW Dynamite, tous les mercredis soirs, show qui existe encore aujourd'hui, qui est le show principal de l'AEW, qu'on peut retrouver sur une chaîne différente aux États-Unis, à savoir TBS. Les shows de l'AEW sont diffusés en France sur Toonami. Je ne peux pas vous faire un récapitulatif complet de tous les grands matchs
que l'AEW a pu faire sur ces dernières années. Juste vous citer quelques-uns de mes favoris, en tout cas ceux qui m'ont le plus touché depuis que moi je regarde, à savoir depuis 2 ans et demi à peu près. Un des grands moments pour moi était l'arrivée de Bryan Danielson à l'AEW. Alors Bryan Danielson, pour ceux qui ont suivi un peu le catch avant, notamment la WWE, c'était Daniel Bryan. Sûrement le meilleur catcheur du monde, ou un des 3 ou 4 meilleurs catcheurs du monde. Pour moi, ça va être Daniel Bryanson, Kenny Omega et Will Ospreay. En tout cas, ce catcheur est exceptionnel et il sait se battre avec n'importe qui, mettre tout le monde en valeur. Et parce qu'ils pouvaient le faire, alors qu'ils n'avaient pas encore construit de rivalité, mais parce qu'ils avaient ce moment-là pour pouvoir le créer tout de suite, et ils reviendront dessus plus tard, peut-être d'ailleurs dans les prochaines choses qui sont en train de se faire en ce moment, ils nous ont proposé un match entre Bryan Danielson et Kenny Omega. Une pure tuerie qui dure une demi-heure, dont la fin est frustrante au possible, et c'est exactement ce qu'il fallait faire, puisque ça se finit sur une égalité, un match dantesque, où on sent l'intensité de ces deux catcheurs, le savoir-faire, et tout ce qu'il y a derrière eux, toute leur histoire, tout leur vécu, toute leur expérience. Peut-être un des meilleurs matchs de catch, quand on se met dedans, et qu'on a envie de découvrir quelque chose d'intense et de différent. Bryan Danielson contre Kenny Omega, c'était sur une spéciale de Dynamite, Grand Slam, un événement qui me reste encore marqué aujourd'hui. Dans les grands combats et les grandes rivalités, il y a aussi un conflit qui a duré sur plusieurs pay-per-view, qu'on retrouve de temps en temps, qui disparaît, qui revient, c'est entre les Young Bucks, donc ces fondateurs, cette tag team très souple, très athlétique, et les Lucha Brothers, venus directement du Mexique, Penta El Cero Miedo, donc Penta le zéro peur, celui qui n'a peur de rien, et son frère Rey Fenix. Ils ont eu plein de grands matchs, mais il y en a notamment un qui est quelque chose d'anthologique. C'est leur match à All Out 2021, un match en cage pour le titre de champion du monde tag team de l'AEW. C'est brutal, c'est de la cascade, c'est intense, il y a de la voltige de partout, il y a des super prises. On retient tout le temps sa respiration, on ne sait pas ce qui va se passer d'une seconde à l'autre. C'est un match qui reste en tête, qu'on a envie de revoir. Ils sont exceptionnels. D'ailleurs, les Young Bucks, avec Kenny Omega, ont affronté plus tard pour le titre trio les Lucha Brothers avec Pac pour un Best of 7 match. Un match pour le championnat du monde trio au meilleur des 7 matchs. Il fallait donc gagner 4 matchs pour pouvoir gagner cette ceinture. Et là encore, ils ont fait 7 matchs. Il n'y en a pas un seul qui se ressemble, avec toujours une storyline qui se poursuit, qui se construit de match en match. Une intensité extraordinaire, des prises de folie. On ne peut pas s'arrêter d'être dans le mouvement, dans l'intensité. On retient sa respiration, on veut savoir ce qui va se passer. Ça part de partout. Il y a du catch à droite et du catch à gauche. En bas, ils se fracassent. Ils retournent les uns contre les autres. Ils volent. Ils sont derrière, ils sont devant. C'est sans arrêt. Une énergie folle. Vraiment, si vous devez voir des matchs tag team, regardez les Lucha Brothers contre les Young Bucks ou le trio de Death Triangle, donc les Lucha Brothers plus Pac, contre The Elite, contre The Elite, les Young Bucks et Kenny Omega. C'est extraordinaire. Je ne peux pas non plus ne pas mentionner ce qui s'est passé entre CM Punk, un ancien du circuit indépendant et de la WWE, très connu pour ses compétences au micro, contre MJF, un pur produit de l'AEW qui vient du circuit indépendant lui aussi, et qui est aussi un bonheur au micro, et qui sait retourner une foule, qui sait provoquer des émotions. Il sait vraiment faire en sorte qu'on a envie de voir chaque semaine qu'est-ce qu'il a derrière la tête. Et on ne sait pas, peut-être qu'il a changé, peut-être qu'il a vraiment vécu quelque chose de traumatique, peut-être qu'il est devenu gentil, peut-être que c'est un face après tout. Non, MJF n'est jamais un face. Et il sait comment prendre son public, il sait comment le retourner, et retourner aussi son adversaire. Il y a eu des joutes verbales extraordinaires, des matchs de catch sensationnels. Ils ont une alchimie tous les deux, ou en tout cas ils ont eu une alchimie tous les deux qui était vraiment très forte. À l'heure actuelle,
MJF et CM Punk, c'est peut-être un peu compliqué puisque le statut de CM Punk est incertain à l'AEW, mais en tout cas, cette rivalité qui a duré 6 mois est géniale. On peut d'ailleurs voir un documentaire sur YouTube, Better Than You, qui retrace tous les grands moments de ce conflit, et c'est à déguster. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui, pour cette recontextualisation du catch et de l'AEW et de mes choix personnels pour cela. Les prochaines vidéos vont vous permettre de prendre en cours les histoires actuelles des shows Dynamite et Rampage. Je vais donc vous faire un récapitulatif des 3 dernières semaines et des histoires les plus importantes. Je ne vais pas passer sur toutes les histoires, mais au moins les grands scénarios, les grands événements actuels à l'AEW. Et ça va me permettre de vous présenter tout ce beau monde, que vous puissiez vous mettre à l'aise, pouvoir prendre le train en marche et pouvoir commencer mes vidéos, les vlogs qui arriveront dans les prochains jours. Le premier devrait arriver d'ici la fin de la semaine ou début de la semaine prochaine pour que vous puissiez commencer avec moi ce parcours, les vlogs de l'AEW. Alors n'hésitez pas à vous abonner, laisser des commentaires, c'est important pour les algorithmes de YouTube, et puis moi ça me permet de discuter avec vous, de voir votre avis, ça me permet de débattre, de voir d'autres opinions, moi ça va m'enrichir, j'espère que ça vous enrichit vous aussi. Et puis, n'hésitez pas à mettre un j'aime et tout ce qui peut m'aider à soutenir cette chaîne. Si vous voulez faire une donation, vous avez tout ce qu'il vous faut dans les liens de la description. Et puis, on se retrouve très très vite pour ce récapitulatif des 3 dernières semaines des shows AEW. Je vous remercie beaucoup. Merci les bastonneurs et les bastonneuses. Et on se revoit très bientôt.